Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous nous entendez bien. Voilà, malgré le contexte si particulier. Donc, je vous souhaite la bienvenue à toutes, à tous. Ce soir, c'est un live avec Sophie Gonon, donc je vais la chercher. Hop. Donc, ne quittez pas. Voilà. Je viens de lancer l'invitation à Sophie Gonon pour qu'elle puisse nous joindre à ce Insta Live. Bienvenue chez Optoys. J'espère qu'elle va pouvoir. Voilà. Bonjour. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Voilà, donc bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation chez Optoys pour un atelier en ligne autour des troubles de l'articulation, un sujet que vous maîtrisez bien. Et voilà, on va laisser un peu le temps que tout le monde puisse se connecter. Et j'ai profité pour expliquer un peu qui vous êtes. Donc voilà, une petite Merci. introduction. Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on m'entend bien quand même du coup? C'est bon? Alors moi, je vous entends bien. On va demander au reste des personnes pour voir si c'est OK. Voilà, coucou. On a plein de messages. Est-ce que ça s'entend bien? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit feedback? C'est bon, super. Du coup, on a la chance chez Optoys d'avoir parmi nous ce soir, avec nous ce soir, Sophie Gonon. Elle est orthophoniste, enseignante en faculté, formatrice aussi auprès des orthophonistes en trouble d'articulation. Et en plus de cela, vous êtes autrice, auteur des matériels d'orthophonie, des livres également, donc entre autres les fameux Lipo-Hippo qu'on adore chez Optoys, c'est notre mascotte. Il Et est là. bienvenue aussi à Lipo-Hippo. C'est mon assistant et là il me tient compagnie. Je l'aime bien. D'habitude je me cache en fait un petit peu sur Instagram, un peu derrière lui. J'ai l'habitude effectivement d'enseigner devant un public, mais là c'est vrai que c'est un peu particulier. Donc, euh, donc voilà, j'ai mon hippo au cas où pour me tenir compagnie. Super. Bon, donc du coup, on n'est pas seul. On est bien accompagné aussi parmi plus de 250 personnes de la communauté de Optoys. Donc, merci beaucoup d'être si nombreux ce soir. On a Lipo Hippo avec nous. On est Sophie Gonon. On est en direct. Un petit atelier autour de troubles de l'articulation. Et pour les questions qui sont posées, oui, la vidéo sera un replay grâce au IGTV. Donc après la discussion, on va la mettre, je vais la laisser sur IGTV. Donc, on va commencer par mettre un peu des mots sur une petite définition sur ce que c'est les troubles d'articulation, Sophie. Oui, alors. Brièvement et d'une façon un peu pédagogique parce qu'on a avec nous des professionnels, des orthophonistes, des Oui. étudiants en orthophonie, mais également des familles, des parents qui nous suivent. Donc, C'est ça, donc je vais essayer de jongler. J'ai vu les questions, merci beaucoup hein, déjà pour cette invitation. Mais c'est vrai que j'ai vu les questions qu'on vous a posées et c'est vrai qu'on sent voilà que je m'adresse à la fois aux parents, aux divers professionnels et aux orthophonistes un peu plus techniques quoi. Donc c'est un peu un exercice de style, mais voilà. Du coup, pour comprendre en fait ce que c'est qu'un trouble d'articulation, déjà comprendre ce que c'est déjà l'articulation, c'est quoi? En fait, l'articulation, c'est quoi? En gros, à l'origine, je prends mon hippo hein, pour vous expliquer, vous me dites si vous voyez bien ou pas. À l'origine, il y a du souffle, d'accord? Donc, je prends de l'air, j'expire l'air, je souffle l'air. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les organes bucco-phonateurs. Les organes bucco-phonateurs, c'est quoi? C'est les cordes vocales, c'est la langue, c'est les dents, c'est les mâchoires. Et évidemment aussi, on dit souvent, mais le voile du palais. Et en fait, tous les organes bucco-phonateurs vont se mettre comme ci, comme ça. Et ça va donner, en fait, les caractéristiques articulatoires propres des sons. Et c'est comme ça, en fait, que vient l'articulation. Donc, un trouble d'articulation, c'est quoi? C'est une erreur, en fait, tout le temps, permanente, systématique, de l'exécution, en fait, du mouvement pour articuler.
Oui, est-ce que oui, jusque là ça va? c'est très clair. Et l'hypo aussi nous permet de voir toute la zone du corps qui vraiment font partie de l'articulation. Et à quel moment on peut dire qu'il a un trouble? Parce que c'est vrai que des fois, bon, moi je suis espagnole et c'est un peu autre chose, Oui. mais à quel moment il a un trouble d'articulation? À quel moment on peut dire, voilà, là, on a un trouble? On va dire qu'on se base quand même sur l'âge d'acquisition des sons. Voilà. Ok. Ce qui pose un petit peu souci des fois pour les orthophonistes, parce qu'en fait, les âges d'acquisition des sons, alors du coup, je sais pas en espagnol, en tout cas en français, les études sont un petit peu anciennes au niveau des âges d'acquisition des sons. Et là, il y a une étude de Andrea MacLeod qui nous a permis, mais c'est franco-canadien, et c'est plus phonologique, ça veut dire de savoir comment sont prononcés les sons dans le mot. En fait, à la fin, au milieu, au début, mais sur vraiment le son, en fait, quand est-ce qu'il arrive, c'est vrai qu'il manque un petit peu d'études quand même en orthophonie. Donc, classiquement, enfin, pour répondre simplement à cette réponse, on va dire qu'effectivement, quand on a en fait un âge d'acquisition des sons déterminé, on va dire que si forcément on va au-delà de l'âge d'acquisition des sons, là on peut dire qu'il y a un trouble d'articulation. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre quand même les patients en soin. Donc ça, on va y reparler. Très bien. Et est-ce qu'il a des signaux pour les parents qui nous suivent de dire, voilà, on va essayer de donner des pistes, des conseils aussi aux parents qui nous suivent pour un peu outiller? Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, je vous ai fait des petits visuels du coup. Ce qu'il faut bien comprendre en tout cas, c'est que le trouble d'articulation, alors ça c'est une métaphore qui va beaucoup parler aux orthophonistes parce que on en parle beaucoup en bégaiement, surtout en bégaiement. Je sais pas si vous voyez bien, si c'est à Là, l'endroit, oui. Là, oui. vous voyez plus, mais c'est pas grave. En tout cas, le TA, en fait, c'est un trouble d'articulation et on va dire que c'est la face immergée, enfin, pardon, émergée, en fait, de l'iceberg. C'est la partie qu'on entend. Voilà, si l'enfant, il va dire un sapot, au lieu du chapeau, ça s'entend. Sauf que du coup, il y a toute la partie enfin, sous l'eau de l'iceberg. Et effectivement, ça, c'est hyper important, en fait, à prendre en compte. Donc, ne serait-ce que l'anatomie, tout ce qui est les suctions, le bavage, la déglutition quand la langue elle sort. En fait, il y a plein en fait d'indices déjà qui sont très très importants en fait à prendre en compte. Donc, je ne sais pas si si je réponds à la question, mais les signes en tout cas au niveau des âges, on va dire que pour les parents, à partir de 3 ans et demi, en tout cas, un enfant doit être intelligible par tout le monde. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il a tous les sons forcément. Ça ne veut pas dire qu'il sait faire le son ch, le son roi, etc. Mais en tout cas, 3 ans et demi, c'est vraiment un âge où vraiment l'enfant doit être intelligible par tout le monde. Et si plusieurs sons sont atteints, s'il n'est pas intelligible, là, effectivement, il vaut mieux consulter un orthophoniste et puis en amont aussi un ORL pour vérifier l'audition. Au niveau articulatoire pur, les études ont montré qu'à partir normalement de 4 ans, 4 ans, 4 mois, à peu près 4 ans, normalement, tous les sons devraient être plus ou moins acquis, sauf certains sons un peu plus complexes à faire. En fait, l'articulation, c'est pas si évident que ça, en fait. Et du coup, certains sons demandent une grande précision, une grande maturité, en fait, de sa langue, de la façon de la bouger, du voile du palais, etc. Nous, c'est automatisé, mais les enfants, en fait, ça vient progressivement. Donc, c'est vrai qu'il y a certains sons comme le ch. Je sais pas si vous m'entendez bien, du coup, des fois, c'est des sons qui passent pas bien. Le s, le ch, le le z, le j. Tous ces sons-là sont un petit peu complexes à faire et effectivement, ils peuvent venir jusqu'à 5, 6 ans, voire au-delà, voire 6, 7 ans. Mais du coup, peut-être que les orthophonistes, des fois, quand je les ai en stage, en tout cas, les prennent un peu tardivement. Des fois, j'ai des parents qui me disent oui, mes orthos sont débordés, on n'arrive pas à les avoir, mais consultez quand même au moins un ORL et essayez d'avoir une orthophoniste parce qu'effectivement, c'est vraiment important. Donc, je dirais que les âges clés, c'est 3 ans et demi. À partir de 3 ans et demi, s'il n'est pas intelligible. Et puis, vers 4 ans, 5 ans, en tout cas, je sais pas si vous avez vu ma story de quand est-ce qu'il faut consulter. CP, il est jamais trop tard. Même pour les adultes, il est jamais trop tard. Mais avant le langage écrit, avant l'entrée au CP, c'est très important quand même que l'articulation des sons, qui a une stimulation en tout cas par rapport à ça. Donc on va dire à partir de 4 ans,
4-5 ans, en tout cas déjà de stimuler les sons. Et puis tout ce qui est sous l'iceberg avec les succions, etc. Ça, même avant, hein, même vers 3 ans, ça, on peut stimuler tout ça avant. Mhm. Merci. Et parce qu'on a beaucoup des parents aussi, des enfants qui ont des besoins spécifiques ou des enfants en situation de handicap. Donc là, l'âge, ça va changer un peu plus. Donc, est-ce qu'il y a de situations d'handicap qui vont intensifier cette problématique des troubles d'articulation? Est-ce qu'il a des conseils particuliers ou des pistes à donner pour ce type de situation? Alors, moi, il faut savoir que dans ma patientèle, en tout cas, je vois pas forcément des handicaps, handicap moteur, trisomie, etc. Je vois vraiment majoritairement langage oral, langage écrit, cognition mathématique, enfants, ados. Donc, c'est vrai que je vois moins des handicaps associés. Mais c'est vrai que les troubles d'articulation sont rarement isolés, même si moi, ma formation, et je suis spécialisée en troubles d'articulation isolés, mais vous avez vu l'iceberg, en fait, on se rend compte que c'est pas du tout si isolé que ça. Et effectivement, dans certains handicaps, le trouble d'articulation peut être associé effectivement au handicap. Et d'ailleurs, au niveau articulatoire, on retrouve certaines particularités d'ailleurs. C'est pas, ils n'ont pas n'importe quel trouble d'articulation. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je développe ou pas. Oui, Mais je en tout pense cas, que oui, ça serait souvent intéressant. les orthophonistes, ouais, et souvent les orthophonistes, c'est vrai. Alors j'ai beaucoup formé, donc c'est vrai qu'on a beaucoup échangé à ce propos-là. C'est vrai que souvent l'articulation est un petit peu, comment dire, passe un petit peu moins importante, on va dire, et souvent en fait, les orthophonistes, on a envie de s'atteler un petit peu à ce qui est le plus important, la compréhension. Donc il y a d'autres domaines, et souvent les stagiaires me disent, ouais, bah, l'articulation, il y a d'autres choses en amont à travailler. Voilà. Et du coup, moi, c'est vrai que je préfère un petit peu instiller en fait au fur et à mesure de la prise en soin différentes choses en fait, de pas faire je travaille tout le plus gros entre guillemets et puis faire l'articulation au bout de je sais pas combien de temps. C'est vrai que dans mes formations à mes stagiaires, je leur propose d'essayer quand même des choses au niveau articulatoire, surtout que souvent c'est relié, c'est-à-dire qu'effectivement par exemple s'il y a une trisomie 21, souvent le voile du palais en fait est pas compétent. Alors, je dis pas tout le temps, hein, systématiquement, mais c'est vrai que ce voile du palais fait que du coup, il est peu mobile. Alors, le voile du palais, c'est quoi? C'est le palais dur qui est là, et donc le voile du palais, c'est le palais mou, qui va permettre en fait vraiment une articulation précise, qui va permettre vraiment un éclat des consonnes, une intelligibilité meilleure. Et du coup, effectivement, ce voile du palais, souvent, oui, on peut travailler plein d'autres choses super importantes, mais c'est vrai que d'instiller un peu de travail du voile du palais, pourquoi pas, s'il n'est pas fonctionnel, s'il ne ferme pas bien, du coup, ça peut être hyper intéressant quand même à, à travailler. Mhm. Et pour les enfants autistes, TSA, de troubles du spectre autistique, je voulais dire, on a eu des questions. Vous savez des pistes à donner par rapport à votre expérience? Voilà, vous savez pas. Alors, j'ai cliqué sur quelque chose, je sais pas, là, ça devrait aller. C'est vrai que j'en ai quand même moins dans ma patientèle. J'ai quand même des TSA effectivement dans ma patientèle, mais on va dire que je sais pas si je suis la plus qualifiée pour répondre parce que je me sens pas forcément formée pour ce type de trouble et du coup, pour moi, c'est intéressant d'avoir une équipe pluridisciplinaire en tout cas. Et puis du coup, le conseil que je donnerais, c'est d'instiller, enfin surtout là je m'adresse aux orthos, d'instiller de l'articulation quand même dans ce trouble-là. Je dis, enfin, j'ai été formée prompte. Alors c'est des gestes thérapeutiques et c'est vrai que avec certains patients, du coup, au niveau sensibilité, c'est très compliqué pour eux. Donc du coup, c'est compliqué pour moi de vous répondre parce que du coup, je sais pas comment ça pourrait être, ça pourrait être aidant ou pas en tout cas. Mais c'est très bien et c'est très professionnel. On ne peut pas être expert dans tous les domaines. C'est Donc, ça. je vous pose la question, mais c'est très bien de dire, voilà, je préfère pas parce que là, donc c'est au contraire, c'est très, très juste, C'est très, ça. très pro. Donc, merci. Et par rapport aux questions, il a énormément. Merci à vous tous de votre intérêt, votre implication. Il y a beaucoup de questions des parents qui disent, mais en fait, je suis en liste d'attente, j'ai pas d'orthophoniste, quelles seront les pistes? Bon, bien sûr que ici, c'est pas une consultation en ligne, donc on peut pas rentrer
dans les cas de tout et chacun, parce qu'effectivement, il a beaucoup des situations très particulières. Est-ce que d'une façon générale, vous pouvez donner des pistes pour ces parents qui sont en liste d'attente? On sait pertinemment que l'enfant a des troubles d'articulation. Quoi faire à la maison? Est-ce qu'il a des exercices ou quelque chose du concret que les parents puissent voilà, finir avec ça pendant cet atelier? C'est pas. Oui, c'est dramatique ce que vous dites là parce que moi je le ressens très fort au quotidien parce que je travaille en zone très très sous-dotée en France et du coup effectivement c'est déjà compliqué dans mon secteur de pouvoir répondre à toutes ces demandes-là. Donc moi c'est vrai que j'ai des stratégies en tant que thérapeute. Effectivement, c'est vrai que bon là on sort un peu du sujet, mais c'est vrai que j'intègre beaucoup les parents moi, en séance et là j'obtiens vraiment une efficacité différente. Et du coup, j'ai un gros turnover de patients parce que notamment, j'intègre les parents et je renvoie aussi beaucoup en pluridisciplinaire. Et ça, je trouve ça vraiment des clés comme ça, vraiment par objectif thérapeutique spécifique aussi. Enfin, voilà. Donc, il y a moyen un petit peu d'essayer de pallier cette dramatique situation. Ensuite, je dirais que le premier conseil pour ces parents-là, c'est de se mettre évidemment sur la liste d'attente au cas où et effectivement de tout de suite consulter un ORL. Ça, c'est vraiment la base. Parce que vous avez mis sur l'interview d'Opteuse, c'est articulation, c'est moteur, mais c'est vrai que c'est aussi perceptif. C'est-à-dire que si un enfant a fait beaucoup d'otites, beaucoup de bouchons dans les oreilles, et en plus, alors moi je me rappelle quand j'avais 4 ans, les otites, j'avais super mal. À l'heure actuelle, une otite, des fois, ça passe un peu inaperçu. C'est-à-dire que l'enfant, il va faire un rhume, il va aller chez le médecin, et puis là, tiens, on découvre une otite. Donc, pareil, j'ai des parents qui me disent, ah, mais là, on a vu la PMI, on a fait une visite scolaire. Alors, c'est très bien. Ça suffit pas pour ces patients qui effectivement font quand même des otites, des fois silencieuses, des bouchons, etc. Donc, toujours en amont, consulter un ORL, ça, c'est vraiment la base. Si l'enfant, en fait, a des otites fréquentes, des bouchons, c'est comme s'il était sous l'eau. Et donc, pour bien articuler, pour bien comprendre la différence entre tous ces sons, les percevoir, pour pouvoir les produire, il faut qu'il les perçoive bien. Donc, vraiment, la base, ORL. Faire un audiogramme contrôlé, etc. Ensuite, je dirais qu'il y a des attitudes parentales à conseiller. Par exemple, le fait, c'est tout bête, mais de ralentir le débit. Alors là, moi, aujourd'hui, je suis un peu stressée, alors je parle, je parle vite, mais même avec mes patients, enfin, on a l'impression des fois d'être un peu bête, mais c'est vrai que quand on ralentit son débit, mais c'est la base aussi, c'est-à-dire que le patient, enfin l'enfant, s'il est en face de son parent qui parle très très vite, il percevra moins en fait au niveau labial ce qui se passe. Donc c'est un conseil que je donne aussi fréquemment. Ensuite, de pas vouloir faire répéter. C'est pas parce que vous faites répéter votre enfant que du coup l'enfant comprendra comment faire le mouvement pour faire le son. Donc, si l'origine du trouble d'articulation c'est fonctionnel, ça veut dire qu'en fait il n'a pas compris, par exemple, pour faire un ch, puis lui il fait un s devant, hop, je prends mon lipo, hop, voilà. Donc il fait comme ça, et puis en fait il n'a pas compris que bah non, il faut creuser les joues, il faut reculer sa langue, etc. Donc c'est pas en le faisant répéter, répète après moi, chapeau, chapeau. Ça marchera pas. L'enfant, en fait, il n'a pas compris comment il faut faire pour reculer, etc. Donc si le parent n'a pas un minimum, ce qui est normal, voilà, l'orthophonie, ça demande 5 ans d'études. Donc si on n'a pas un minimum de connaissances phonétiques, articulatoires de ce qui se passe, c'est très compliqué en fait d'aider son enfant. Et comment l'aider du coup, c'est donc demandez pas de répéter. Par contre, vous donnez le bon modèle en insistant et c'est là que le son va devenir prégnant. Donc au lieu de dire si votre enfant il dit un chapeau, bah vous direz un chapeau. Voilà. Vous faites durer un petit peu le son. Donc ça va l'aider en fait à percevoir que non, là le son que je viens de dire du coup, ça doit pas être le bon. Et surtout, si vous le faites répéter, il va se lasser, ça va l'énerver. Lui, c'est bon, vous avez compris que c'est le chapeau qu'il veut. Donc, il voit pas l'intérêt, en fait, de répéter sa peau. Ça veut dire la même chose. Ok, donc voilà, consultez d'abord un ORL. Au niveau d'attitude parentale, vraiment essayer de ralentir les débits et de pas faire répéter l'enfant. Et après, vous avez dit le dernier que
Je sais plus ce que j'ai dit, se mettre à hauteur de l'enfant. Aidez-moi si vous voulez dans les commentaires. Se Voilà, mettre à la hauteur de l'enfant aussi c'est pour ça. qu'il voit bien. Voilà, je sais plus si je l'ai dit ou pas, ça, mais si vous lui parlez, enfin, on avait fait en formation le test, en fait, le parent était en hauteur sur une chaise et puis moi, je suis l'enfant, ben, je vois pas bien, quoi. Donc, effectivement, si vous voulez qu'il fasse bien le chat à un moment donné, il vaut mieux se placer vraiment à hauteur des yeux pour pouvoir que l'enfant perçoive vraiment votre bouche et votre façon en fait d'articuler. Le parent doit vraiment être le modèle en fait verbal et toujours dire les sons justes aussi. Souvent le parent va dire non, on dit pas sa peau. Mais le cerveau lui il va dire ben, il vient de dire sa peau, moi j'ai enregistré sa peau. Non. Donc Oui, les non, bons modèles, c'était ça, oui, aussi. donnez Et le bon aussi, modèle. voilà. Et aussi Puis la pas trop hauteur, c'est vrai, hein. petit. Ah, ouais, Ouais. super. Des questions autour de schlantement. Ça se prononce comme ça? Alors le schlintement. Voilà, merci. Oui. Alors, le chuintement, c'est quoi? Le chuintement, je sais pas si vous voyez Isabelle Mergo, c'est une actrice qui fait comme ça, qui fait les donc. Alors, ça peut être sur différents sons, le s, le z, le ch, le je, et même sur un que. Des fois, le je peux le faire comme ça. Donc, c'est quoi en fait le chuintement? C'est un trouble d'articulation et c'est en fait c'est dû à justement c'est fonctionnel. Ça veut dire quoi? En fait, l'enfant ou l'adulte, hein, du coup Isabelle Mergo, il y a Sylvestre le chat aussi. Hein, bon bref, j'arrête avec mon chuintement. C'est pour vous donner des exemples. Tout ça pour vous dire qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, les orthophonistes me disaient ah c'est les problèmes de joue. Bah, c'est vrai entre le ch et puis on a l'impression que la joue, il y a quelque chose qui se passe. Mais en fait, c'est ça, là, c'est là qu'il y a toute l'expertise de l'orthophoniste du coup et tout l'objectif de mes formations, c'est en fait d'éclairer le patient et d'éclairer en fait les parents. Le chuintement, il peut y avoir en fait différentes causes en fait. Donc en fait, tout l'orthophoniste, je sais pas si c'est une orthophoniste qui avait posé cette question parce que le chuintement, c'est un peu la bête noire des orthophonistes. C'est un trouble qui peut être très 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 réfractaire. Mais pourquoi réfractaire? Parce que peut-être que toutes les hypothèses de diagnostic ne sont pas envisagées en fait. Donc souvent on se dit tiens c'est un problème de tonus des joues. On se dit tiens c'est les joues. Sinon on se dit tiens c'est comment c'est le souffle, c'est le souffle qui va pas tout droit mais c'est le souffle qui va sur le côté, etc. Bon et ben souvent quand même c'est une histoire de langue. C'est-à-dire que la langue elle devrait hop, faire ici elle est, alors je vais prendre du coup la bouche d'Octave pour le coup c'est peut-être un peu mieux. Hop, donc du coup la langue ici en fait elle est collée là aussi. Voilà, ça va former en fait un U en fait. Et du coup, le souffle, comme là, enfin, je sais pas si vous Oui, ça voyez se bien, voit, oui. du coup, le souffle, il pourra aller que là. Parce que là, en fait, la langue, elle fait un petit tuyau. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec le chuintement? Bah, du coup, il y a un trou et pouf, là, l'air, il sort sur les côtés. Voilà. Donc, c'est une malposition linguale, mais c'est là aussi tout l'intérêt. C'est la langue qui se met pas comme il faut, mais je vois aussi beaucoup maintenant de contes orthophoniques, etc., d'orthodontistes, on parle beaucoup du frein de la langue, du frein restrictif. Et donc, bah, moi, c'est pas rare qu'en fait, il y a un frein qui soit restrictif. Ça veut dire que en dessous, en fait, on a un petit élastique sous la langue qui va permettre à la langue de bouger. Et du coup, si le frein, en fait, est trop restrictif, c'est-à-dire qu'il va pas permettre, en fait, à cette langue de bien bouger, ben, du coup, la langue pourra pas se caler, voilà. Donc, il peut y avoir, en fait, plusieurs pistes. Le tout, c'est, je pense déjà à la base, c'est de se dire, OK, est-ce que c'est les joues? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est autre chose? Et puis les dents aussi, les dents, alors là, j'ai pas la petite bouche de pause, mais les dents peuvent être aussi ce qu'on appelle en articulé croisé comme ça. Comme ça. Au lieu que ça soit le haut qui recouvre le bas, des fois, l'articulation croisée, c'est croisé sur le côté, ce qui fait qu'évidemment, enfin, évidemment, il y a des risques, du coup, hein, le chuintement, l'air, il va effectivement aller là, plutôt que sortir tout droit. Donc là, c'est orthodontiste, ostéo aussi. On conseille pas mal d'ostéo pour libérer un peu les tensions. Enfin, donc là, il y a tout l'enjeu du diagnostic, il y a tout l'enjeu du travail de l'orthophoniste et tout l'enjeu aussi du tout ce qui est pluridisciplinaire en fait. Super. Il a beaucoup de questions autour aussi des outils et de jeux. C'est-à-dire que voilà, il avait deux personnes qui posaient la question sur la marionnette. C'est pas, voilà, c'est pas, ça s'appelle l'Hippo Hippo et il est disponible sur notre site internet www.optoys.fr. Et également, l'outil qui vient de démontrer Sophie, c'est la marionnette bavarde. Et on a le modèle géant et l'autre plus petite.
Et Oui, justement, c'est ça. pour la compréhension, c'est vraiment intéressant. Vous l'utilisez aussi en session, Alors, en séance? moi, ma formation, c'est vraiment, et ce que je propose en école d'ortho et en formation, c'est vraiment pas du tout une vitrine publicitaire de l'hypo. Forcément, on m'attend au tournant avec ça. Et puis, j'explique comment l'utiliser, l'hypo, parce que les orthos, des fois, sont un peu dyspraxiques avec lui. Donc, du coup, voilà, c'est en cours de projet de comment utiliser l'hypo. Mais en tout cas, moi, l'hypo, comment expliquer ça? Moi, il m'aide beaucoup. Vous voyez, tout ce que je vous explique sur, en fait, moi, dès le bilan, en fait, quand je reçois les patients, il me sert beaucoup à expliquer, toi, voilà comment tu fais. Donc, ton trouble d'articulation, c'est quoi? Par exemple, si effectivement il y a son frein de langue qui l'empêche en fait de faire ce tuyau-là avec la langue, bah, je lui ai expliqué comme ça. Je lui ai dit, tu vois, normalement on devrait faire comme ça le ch. Et comme toi, tu as ton frein de langue qui t'empêche de faire des mouvements, bah, du coup, l'air, il passe sur le côté. Tu sens sur le côté. Donc, en fait, moi, ces outils-là, ils me servent au bilan, ils me servent en rééducation. Et puis, le patient peut manipuler, en ce moment avec la Covid, un peu moins. Mais du coup, généralement, il s'empare de l'hypo, il cherche, enfin, c'est vraiment des assistants, des médiateurs. Donc ça, c'est top pour comprendre. Et puis, du coup, les parents, parce qu'effectivement, alors après, ça peut donner aussi envie de parler comme l'hypo. Enfin, il peut y avoir le côté très doudou, affectif, etc. Et puis, ce que j'avais fait, en fait, voilà, c'est ça, par exemple, un enfant qui aura du mal hein, à articuler. Donc ça, c'est le livre. Hop, ça, c'est mon premier. Pour en finir avec les troubles d'articulation. Alors, là, il y a un conflit d'intérêt, hein, parce que du coup, c'est encore moi l'auteur. Mais c'est vrai que j'avais essayé, du coup, un petit peu d'expliquer justement comment faire les sons avec, celui-là, il n'est pas hyper fun, c'est vraiment méthodo sur comment j'articule le son, comment j'articule le son, etc. Et puis, ben, le faire avec la marionnette pour que du coup, le patient puisse répéter des mots ou jouer, etc. pour avoir des bases de données. Je vous montre tous Mais mes matos. ça serait un peu plus pour les pros, non? Pour les orthophonistes, ces Oui, cahiers. oui, c'est quand même plus. À la base, c'était vraiment non. À la base de chez Base, moi, ce livre-là, je l'ai écrit en fait pour des parents qui me demandaient quoi faire à la maison. Donc des Ok. parents de patients. Et du coup, je leur écrivais sur des post-it à la va-vite comment faire, etc. Puis après, je me suis dit bon, faire plus joli. Et effectivement, c'est vraiment à la base en fait. Moi, c'est pour les parents, c'est-à-dire que moi, j'imprime, je devrais pas le dire, mais j'imprime des feuilles de ça que je donne aux patients pour qu'ils s'entraînent en fait à la maison, pour qu'ils aient aussi l'image à la fin. Du coup, il y a des images de comment faire avec l'hypo pour articuler, pour faire des rappels comme ça à l'enfant. Donc c'est vraiment, moi j'imprime tout ça, on met ça dans des classeurs d'orthophonie et le patient repart avec son image de l'hypo, le bruit référent, parce que ça c'est hyper aussi important qu'il ait par exemple le son attendez, hop, j'arrive. Le son hop, hop, hop. Voilà, hop, je retourne sur ce que j'arrive pas à le trouver. Sur le son, il y aura ce qu'on appelle un bruit référent. Donc, comme le vent. Voilà. Et donc, au quotidien, le parent pourra dire si l'enfant dit ah, une sourmie ou je sais pas quoi, une ourmie. Ah, tu veux dire une fourmi avec comme ça, fourmi. Et puis, ah, mais tu sais, comme le bruit du petit vent que tu as fait en orthophonie. Donc, pour moi, c'est vraiment un outil à la base pour les parents que les orthophonistes, du coup, euh, bah voilà, que les orthophonistes utilisent également. Qu'est-ce que j'aime bien, ces genres de choses? Je crois que vous vendez ça sur votre site. Ça, c'est plus. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu tourner là? On avait un commentaire d'une dame qui disait si on pouvait un peu baisser un peu votre caméra parce que vous savez, c'est vrai, voilà, on va vous voir Alors, bien le comme truc, ça. c'est que j'ai un appui, quelque chose. Je vais prendre le singe pour Qui essayer répète. de ce qu'il va pouvoir maintenir. Je suis désolée. Alors j'ai Non, un mais puits. sinon, laissez comme ça, comme c'était mieux. Voilà, ça c'est bien comme ça. Et le livre, ça s'appelait Comment finir avec les troubles d'articulation, non? Pour en finir avec les troubles Pour en finir. d'articulation. Donc celui-là est vraiment
très méthodo, on va dire, sur justement comprendre qu'est-ce que je fais quand je fais le chat, etc. Et évidemment que je conseille quand même une orthophoniste. Voilà, je conseillerais pas ça comme ça. C'est vraiment pour aussi, enfin, je l'ai pas conçu pour ça, mais c'est vrai que pour tous ces parents qui savent pas quoi faire, qui sont perdus, etc. Bon, ça peut peut-être être un premier. Donc ça, pareil, comme l'hypo 1 n'était pas super fun, je me suis dit tiens, des histoires à deux voix, voilà. Donc ça, j'ai eu l'idée quand je lisais à ma fille les histoires à deux voix de Choupi. On lisait une histoire et je me suis dit, mais en fait, une histoire ciblée par son, ça pourrait empêcher le côté, en fait, répète après moi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pareil, je photocopie, je donne aux patients, quand par exemple le son il n'y arrive pas bien, ben, du coup, comme ça, le soir ou quand ils ont un moment, le parent va lire l'histoire et puis du coup, l'enfant va dire les images. Et du coup, il y a plein de sons avec là le son, le son, le son. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le genre de matériel, mais c'est vrai que ça demande du coup une certaine connaissance du son. Comment faire? Parce que ça viendra pas. Si les parents l'utilisent comme ça tout seuls, sans savoir, c'est sûr que ça risque d'être compliqué. Donc il y a des petits jeux, il y a des petites choses. Donc ces jeux-là, après, effectivement, ça j'aime bien. Ces jeux-là, je sais, enfin, c'est un peu comme un lynx. Voilà, donc il faut retrouver les deux mêmes images et pareil, c'est le son ce, etc. Ça ne va pas dire au patient, à l'enfant, comment faire le son ça forcément non, ça sera plus de l'orthophonie, ça, ou le livre 1, l'hypo. Mais par contre, ça permettrait de s'entraîner, en fait, de façon ludique, plutôt que répète, répète, répète. Les jeux de cartes, parce qu'en fait, ça fait un effet miroir et on n'a pas réussi à lire. C'est Articulix. Voilà, super. Merci, parce qu'il avait des questions autour du produit. Parfait. Je pense qu'il a pas mal de produits de chez Optoys. On regardait, effectivement, certains disaient il a des ruptures de stock. Oui, voilà, donc pas tout est disponible, mais sachez qu'en plus, il a une promotion parce que samedi, c'est la journée européenne des orthophonistes. Donc, du coup, un peu pour vous mettre à l'honneur et vous soutenir, on a fait une promotion de moins 20% sur la sélection. Donc, peut-être pas tous les produits sont disponibles, certains sont prix rouge, c'est-à-dire que c'est hors promotion, mais je pense que pas mal des articles seront disponibles. Donc, voilà, les gens qui nous suivent peuvent en profiter. Oui, j'essaie de lire en même temps j'ose rien toucher. Je peux faire la flèche? Oui. Oui. Les questions sur les âges d'acquisition des sons, c'était avant que je parle de ça ou après? C'était une des premières, c'était des questions anciennes. Vous avez déjà répondu 3 ans et demi et avant CP. Ouais, surtout bien avant CP. Alors après, on peut avoir un trouble d'articulation, avoir un schlintement sur le ch et bien rentrer dans la lecture et l'écriture. Ça, voilà, Isabelle Mergo, ça veut pas dire comme notre président, hein. Emmanuel Macron, il avance trop sa langue. Bon, il est président, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que si l'enfant dit sapo au lieu de chapeau, quand même, dans le doute, il vaut quand même mieux stimuler en maternelle, vers 4, 5, 6 ans, avant en tout cas l'entrée au CP, parce que lui, il risque le langage écrit se base en fait s'appuie sur le langage oral. Donc s'il dit sapo, il risque de faire SA, etc. SA plutôt que ch. Donc du coup, en termes d'exercice qui était demandé par un certain parent orthophoniste, est-ce qu'il a des choses qu'on peut généraliser ou proposer? Parce qu'il faut quand même qu'ils soient un peu ludiques, non? Pour que les séances ne soient pas trop lourdes. Quelle est la durée d'une séance, par exemple? En orthophonie? Oui. En termes de troubles d'articulation, combien de temps? C'est peut-être une ortho qui demande ça. C'est vrai que l'orthophonie, enfin les troubles d'articulation, alors à la base, hein, moi quand j'ai été formée, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, on nous parlait des guides langues. Les guides langues, c'était des espèces d'aiguilles à tricoter avec des embouts particuliers à mettre dans la bouche. Et c'est pour ça que j'en suis venue moi aux troubles d'articulation à cheminer, parce que du coup, j'avais voilà, j'étais un peu démunie, mais c'est vrai que du coup l'articulation ça fait pas hyper fun, hein. Et on se dit mais pendant une demi-heure qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire des répétitions de sons, de mots, etc. C'est vrai que moi du coup dans ma formation et dans
dans ma façon de voir les choses, en fait, on va beaucoup passer par le corps, par la posture, par des gestes thérapeutiques. Donc, du coup, voilà, il y a des renforçateurs. Enfin, il y a moyen de faire ça de façon un peu plus ludique et sympa plutôt que de faire une demi-heure sur répète après moi, quoi. Mhm. Et la durée, à partir, parce que l'attention, ça dure 20 minutes, est-ce qu'on mélange d'autres types d'exercices avec des exercices d'articulation? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, moi, en tout cas, la durée de la séance d'orthophonie, c'est 30 minutes minimum. C'est imposé, je peux pas faire, je peux pas faire moins que ça, donc c'est obligé. Une fois, au niveau, attention, ça a bugué. Ça va, vous êtes Oui, toujours là, avec ça moi? va. Mm. Donc, je disais, en France, en tout cas, l'orthophonie, c'est une demi-heure minimum. Donc, du coup, enfin, on est obligé. Après, au niveau attentionnel, encore une fois, le fait de faire bouger, en fait, l'enfant, le fait de passer par le corps, des gestes, etc., fait que, du coup, des jeux, enfin, voilà, souvent, ils me disent, ah, mais c'est déjà fini. Donc, du coup, il y a moyen. Par contre, à la maison, attention. Attention avec les histoires, attention avec les mots à répéter, etc. Jamais, jamais vous faites une demi-heure. Surtout pas. En fait, à la maison, là, pour le coup, moi, d'ailleurs, les formations canadiennes m'ont vachement interpellée parce que dans l'hypo 1, par exemple, je disais répéter 10 fois, etc. Non. En fait, il vaut mieux, par exemple, on va dire, l'enfant, il sait pas dire niche, le ch à la fin, il n'y arrive pas. Donc, si on l'obtient, nous, en séance, s'il a un chien et qu'il a une niche chez lui, bah, je vais demander aux parents, à chaque fois que vous rentrez chez vous, à chaque fois que vous sortez chez vous et que vous voyez la niche, si c'est un mot souvent que vous pouvez dire, bah, allez-y, niche, voilà. Et ça suffit, en fait, enfin, ça suffit. C'est-à-dire que il faut pas être trop exigeant et faut aussi, bah, l'articulation, il y a moyen que ça soit quand même une des rééducations quand même assez rapide, on va dire, par rapport à d'autres domaines. Hein. Mais il faut pas passer son temps à demander à son enfant à mieux articuler, à répéter, et puis à passer 3 heures sur répète après moi, des exercices, etc. Non, juste quelques minutes, ça suffit, quoi. Il Oui, vaut mieux faire important. plusieurs minutes. Ouais, il vaut mieux faire juste le niche à répéter une fois, deux fois, trois fois, le matin, le midi, le soir, ou alors, je sais pas, n'importe quoi, une poche, voilà. Et en fait, on va déterminer, nous, ensemble, en séance, souvent les mots fréquents qu'ils peuvent dire, et puis on avance comme ça. Mais faut faire attention à pas leur demander trop quand même. Merci. Coralie est orthophoniste et nous demande quelles sont les épreuves indispensables à faire passer pour évaluer les troubles d'articulation lors du bilan. Est-ce que vous avez des conseils? Dis pas, pardon, je dis tu du coup à cette collègue orthophoniste. Si c'est une question sur le bilan, là rendez-vous en formation plutôt. Donc parce que du coup moi au niveau des tests d'articulation, ça c'est un des points qui me questionne beaucoup et du coup en formation on en parle parce qu'effectivement si on demande euh, aux patients en bilan à faire chat. Est-ce qu'il sait faire le son ch ou pas? Finalement, j'en sais rien parce qu'on est déjà dans la co-articulation. C'est un petit peu trop technique là. J'en vois surtout en formation, mais c'est vrai qu'en test avec, on a des évalos, on a des choses, mais finalement, rendez-vous en formation. Oui. Et donc, du coup, j'imagine la question des Coralie, où s'est formé en France et comment, voilà, voilà. Ok. C'est fou. Enfin, alors, je crois il y a aussi Audrey Asher, je crois, désolée si j'écorche son nom, qui forme aussi depuis, je crois, 2018, je crois, en articulation. C'est fou parce que je crois que je suis la première en France à former dans ce domaine-là de façon. Alors attention, toutes les orthophonistes dans leur formation initiale, normalement on a des cours de phonétique, d'articulation, etc. Maintenant, c'est vrai qu'en formation en troubles d'articulation, ben voilà quoi. Donc non, j'ai vu une question effectivement qui était, enfin, je crois pas qu'il existe de répertoire d'orthophonistes formés. En tout cas, on va dire que normalement c'est dans la formation initiale, c'est-à-dire que n'importe quel orthophoniste devrait pouvoir prendre en soin les troubles d'articulation. Maintenant, c'est un peu étonnant, c'est-à-dire que j'ai été très très démunie moi-même au début et plus mon cheminement a avancé, plus je me suis spécialisée là-dedans et plus j'ai découvert avec toutes les orthophonistes qu'en fait, on était beaucoup à se sentir en panne. Pourquoi? Parce que l'articulation finalement est très complexe et au carrefour de plein de domaines différents. Et du coup,
ça mérite du coup d'en parler parce que c'est pas juste quelque chose qu'il faut faire à la fin qui est pas important. Tellement finalement l'iceberg entre guillemets, tout ce qui est relié avec tout ce qui est fonctionnel, donc les suctions, les respirations, les troubles d'oralité, enfin les bégaiements, voilà, troubles d'articulation en bégaiement, j'en vois aussi. Enfin, donc tout ça pour répondre que normalement n'importe quel orthophoniste devrait pouvoir prendre en soin. Maintenant, j'entends beaucoup de parents et beaucoup d'orthophonistes me dire on ne répond plus trop à cette demande parce que on est tellement débordé, il y a tellement d'autres pathologies, d'autres troubles à prendre en soin que finalement on peut plus quoi. Et ça, c'est vrai que moi je suis peut-être un petit peu un ovni et en formation je milite entre guillemets pour ça. Je préfère prendre un patient qui peut-être c'est pas pathologique, on va dire, c'est pas un trouble finalement, qu'un enfant de 4 ans n'arrive pas à faire le son ch, d'accord, il peut l'acquérir plus tard. Sauf que le problème, c'est que si il met comme le son ch, il faut reculer sa langue. Si lui, il a l'habitude d'avancer sa langue, que du coup, il va mettre les dents en avant, que du coup, son palais va bouger, etc., etc. Ça veut dire que si je le vois à 5-6 ans, il y aura tellement de choses à travailler que, évidemment, ça va me prendre des plombs et ça va être compliqué. Donc moi, je suis pour l'intervention précoce. Donc j'invite mes collègues ortho à faire des stimulations, à faire des pauses thérapeutiques et ça, tout ça, j'en parle en formation. Voilà. Donc je sais pas si je réponds à la question. J'ai bien conscience que qu'on est, en tout cas en France, c'est un petit peu compliqué de répondre aux parents à cette demande en articulation, quoi. Et des parents demandent aussi les expressions typiques de les chaussettes de l'archiduchesse. Est-ce qu'il a du sens de faire ce type de jeu à la maison ou vous préconisez d'autres choses? Est-ce que ça sert à quelque chose? Si l'enfant prend du plaisir, qu'il a compris comment faire, on va dire c'est les chaussettes de l'archiduchesse, etc. Il n'a pas fait le son ch, il sait pas faire le son ch, et que le parent dit répète après moi les chaussettes, etc. Il n'y a pas d'intérêt, quoi, parce que du coup il sait pas comment faire, il sait pas qu'il faut reculer sa langue, il sait pas qu'il faut crever ses joues, et voilà, ça peut être ludique et ça peut être intéressant pour stimuler, mais si le patient, enfin si l'enfant a compris comment, voilà. Bah ouais, après tant que c'est ludique et que l'enfant finalement il trouve du plaisir et puis en plus que vous voyez que ça peut être efficace, pourquoi pas. Après attention parce que les chaussettes de l'archiduchesse, etc. Là faites attention et ça j'en parle beaucoup en formation, ce qu'on appelle les phonèmes perturbateurs. Ça veut dire quoi? S'il n'arrive pas à faire le son ch, il y a des gros risques qui disent à la place. Ça veut dire que là vous mettez deux sons qui sont le son va perturber le ch. Il va falloir qu'il avance la langue, qu'il la recule, qu'il l'avance, qu'il la recule, etc. C'est pas comme ça qu'il va. Donc, il vaut mieux chercher des choses avec des reculs de langue, mais du coup, bon, ça. Donc, plutôt, en fait, faire les modèles, être les modèles et des mots que dans les quotidiens, ils peuvent le soutenir, comme vous avez dit, avec la niche. Ouais. Et puis j'avais vu aussi, alors là c'est aussi pro, j'avais vu une question que vous m'avez transmise de quelqu'un du RASED qui me demandait des gestes thérapeutiques. Du coup, les gestes Borel-Mézoni, alors pour le coup Borel-Mézoni c'est la pionnière en orthophonie et elle a fait des gestes en fait qui sont très intéressants et qu'on peut trouver facilement sur Internet gratuitement. Donc par exemple son c'est quoi? C'est ça. Alors, attention à pas faire un coucho coup de poule non plus, parce qu'on ne dit pas un chobo, mais ne serait-ce que faire ça, comme ça, et du coup, vous pouvez le faire. Alors ça, c'est ma formation prompte, et je le fais aussi je le faisais de façon assez spontanée. Enfin voilà, il vaut mieux. Vous pouvez donner le modèle en fait en faisant ça, et puis vous pouvez le faire aussi sur votre enfant en fait. Et ça, c'est vachement bien au niveau sensoriel parce que du coup, on parlait tout à l'heure trisomie, handicap plus lourd, etc. Alors après, à voir s'il supporte sensoriellement ou pas le geste. Mais ne serait-ce que faire le geste Borel-Mézoni sur son enfant pour faire le son. Alors, ça va pas reculer sa langue, quoique, en pinçant un petit peu les joues, ça peut quand même aider en fait à ce que la langue se recule un petit peu de façon automatique. Du coup, ce type d'exercice, on peut les faire les parents à la maison. Oui, bah, le fameux niche. Et puis si l'enfant y arrive pas bien, s'il dit niche, ne serait-ce que ça, ça va déjà pouvoir l'aider à comprendre comment faire. Ça va lui faire en fait un indice en fait sensoriel quoi, pour savoir comment le faire.
Merci. Et on a des questions autour des... Bon, ça, j'ouvre un sujet qui... Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer. Les tétines, les sucettes, les biberons. Quels conseils donner? Parce que voilà, on voit l'impact dans le palais. Voilà, quel est votre avis d'orthophoniste? Je me monte, j'essaie, je vois bien que je suis toute petite, j'essaie de me monter, de mettre à genoux sur, pardon si je dis. Alors, il y a des contes formidables sur ça qui existent, les tétines. La vie d'une maman ortho, on parle pas mal, Fanny Abadjian en parle. Du coup, enfin, les tétines, déjà, il faut se dire qu'il n'y a aucune vraiment tétine physiologiquement, qu'il y aura aucune conséquence enfin, sur les dents, sur le palais, etc. Donc, les tétines, attention, méfiez-vous sur tout ce qui est un peu tétine physiologique, etc. Ça n'existe pas, d'accord? Donc, toutes les tétines sont quand même, c'est un petit peu, enfin, comment dire, à la fois, c'est vrai qu'elles ont un effet de réconfort, en fait, au niveau sensoriel, au niveau psycho-affectif. Et c'est vrai que du coup, il y a des études aussi qui montrent qu'elles peuvent prévenir la mort subite du nourrisson. Enfin, on voit que les tétines sont quand même importantes pour les prématurés. Ils peuvent pas tout faire en même temps et respirer, et etc. Donc, du coup, je diabolise pas du tout les tétines. C'est pas du tout mon propos. Mais il faut quand même avoir conscience qu'elles peuvent impacter, en fait, qu'elles peuvent avoir un impact sur la position de la langue au repos, qui sera du coup en position, il y aura la tétine. Donc, la langue, pouf, elle va être en position basse. La respiration, la bouche ouverte, du coup, l'articulation, forcément, tout est relié. La tétine va, au niveau du palais, il y aura des conséquences, au niveau des dents, au niveau de l'avancée, etc. Donc, oui, d'accord, peut-être qu'il n'arrive pas à faire le son. Et s'il y a des orthos qui vont me dire, bah oui, mais on prend pas avant 5-6 ans, bah oui, mais s'il y a 5 ans de succion de tétine, tous les tissus, toute l'anatomie va être forcément impactée, enfin, risque d'être impactée. Donc, tout est relié encore une fois. Donc, tout ce qui est tétine, prendre déjà conscience que oui, ça peut être important pour l'enfant, pour ses besoins, mais par contre, il peut y avoir quand même des conséquences anatomiques et du coup, dans sa façon d'articuler après. Mhm. Ok, merci beaucoup. La méthode Tomatis, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une cancer, une collègue. Alors, je me rappelle plus trop, mais les vagues échos que j'en ai eues, c'était que c'était pas scientifiquement prouvé. Ok. Voilà. Bon, voilà, vous avez eu la réponse à la Désolée. question. C'est pas la première fois qu'on me pose cette question d'ailleurs. Par rapport au thème d'actualité, c'est tous les protocoles sanitaires, Covid. Aussi, des collègues souhaitent savoir un peu quels conseils, comment vous faites pour respecter les cadres. Est-ce que vous avez un écran plexi? Est-ce que comment vous faites entre vous et l'enfant? Parce que justement, on va utiliser beaucoup la... Alors, donc là, je suis dans mon cabinet, hein, du coup, il est plus de 18 heures, donc j'espère qu'il n'y a pas de policiers par chez moi. Là, moi, j'ai effectivement, j'ai le plexiglas qui est juste devant moi. J'ai même la rebalise Ah oui, donc tout est voilà. Et moi je mets l'hypo en hauteur. Enfin voilà, tout est un petit peu en hauteur, etc. Alors pour la petite histoire, j'ai parlé de fait perso, mais enfin moi j'ai été impactée et ma fille aussi, hein, de 8 ans par ça. Du coup, voilà, il n'y a pas un traumatisme, mais quand même quoi. Donc du coup, moi je suis hyper vigilante par rapport à ça. Et donc pour l'articulation, ça peut sembler bizarre. Ma mère m'avait dit, mais comment tu peux encore former en articulation dans ce contexte-là ou qu'on est patient d'articulation dans ce contexte-là? Eh ben, pour le coup, pour répondre à cette question, moi, vu que ma fille a été impactée alors qu'elle avait 8 ans, c'est vrai que moi, j'ai imposé en fait les masques depuis le début, avant même la loi, tout le monde avec des masques, enfants compris. Voilà. Donc moi, je suis un peu hyper psychorigide, mais parce que c'est dû aussi à mon vécu. Et du coup, j'avoue, ça m'aide vraiment. Donc, c'est pas du tout pour faire conflit d'intérêt, pour faire de la pub, etc. Mais pour le coup, moi, ces deux outils de la bouche et puis l'hypo m'aident vraiment encore plus dans ce contexte-là pour montrer, pour expliquer les choses. Ensuite, ce qui est très important pour moi aussi par rapport à ce contexte-là, c'est que moi, les parents sont intégrés aux séances, ils assistent aux séances, ce qui fait qu'à la maison,
ils peuvent remontrer des choses, etc. Ce qui m'a aidé aussi énormément, et ça, du coup, j'espère que ça va être vraiment légalisé en France de façon pérenne, sans histoire de pourcentage ou je sais pas quoi, comme j'ai pu voir, c'est la téléorthophonie. Alors, la téléorthophonie, au début, j'avais un peu peur. Et puis finalement, je m'y suis faite. Hein. Et en fait, la téléorthophonie, les patients et les parents me le disent parce que je leur demande à chaque fois leurs avis, leurs ressentis, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez ressenti, etc. Et en fait, pour le coup, bah, ils me disent, on voit votre bouche, on voit, etc. Donc ça, la téléorthophonie, ça, c'est un super outil pour que justement ils puissent voir ma bouche, que je puisse montrer en vrai. Ils ont le modèle du parent et puis moi je vois leur bouche aussi. Donc ça c'est super intéressant. Donc, Ensuite, si j'ai bien oui, compris, actuellement, vous faites la séance tous les deux avec les masques. ouais, les masques. Après je parle vraiment perso, hein, je parle vraiment pour moi, pour ma pratique, avec le vécu que j'ai eu. C'est-à-dire que j'imagine que d'autres orthophonistes, collègues orthophonistes n'ont pas peut-être pas le même vécu que ce que j'ai eu. Ma fille a toussé non-stop pendant 5 mois. Oui, Donc, oui, non, si vous mais voulez, ma surprise, c'était surtout par et oui, rapport au et oui, défi c'est ça, c'est d'apprendre, ça. moi, espagnol, que j'ai dû apprendre la Ouais, prononciation. ouais, J'avais ouais, besoin de savoir à quel moment je devais ouais, positionner la langue. c'est ça. Et C'est un challenge. oui, oui, oui. C'est pour vous dire la puissance de ces outils, en tout cas sur l'hypo, la bouche, qui sont vraiment intéressants. Par contre, ce que j'ai quand même maintenu, c'est malgré les masques, j'ai quand même maintenu, je mets des gants et du coup, je fais quand même toujours des gestes thérapeutiques. Ça, j'ai pas arrêté ça parce que du coup, c'est vraiment trop important. Donc pareil, je le fais sur les parents le font sur les enfants. Enfin, il y a vraiment en fait cette dynamique en fait qui continue et qui est vraiment puissante dans ce contexte-là. Et évidemment, il y a des masques inclusifs. Moi, j'en ai acheté peut-être au début quand ils sont sortis, quoi. Et en fait, ils n'étaient pas homologués. Donc, du coup, il faut que je réfléchisse à d'autres masques, effectivement, où on puisse voir la bouche, quoi. Mais ce que je veux impérativement, c'est que ça soit sécure. C'est-à-dire que, voilà, je veux pas risquer quoi que ce soit. Et je préfère avoir quand même des masques sécures. Donc, il me semble, il faudrait que je revoie, mais les masques inclusifs, il me semble qu'il y en a qui sont sortis, qui sont, Oui. comment dire, qui sont Oui, ils sont homologués, oui. homologués. Et C'est vrai. puis, j'invite du coup, c'est vrai, les profs, les professeurs, c'est vrai que ben voilà, il y a quand même beaucoup de questionnements hein, pour le développement des langages des enfants, du coup toute la journée avec des enseignants qui ont des masques. C'est vrai que là, je me dis, les parents, vous avez un rôle, mais vraiment aussi important à jouer, de parler à votre enfant qui voit votre bouche, de se mettre à sa hauteur, etc. C'est des conseils que je donnais déjà en temps normal, mais là encore plus en plus avec ces masques qu'on voit. Et du coup, même nous, hein, au niveau compréhension, au niveau, c'est là qu'on voit que la lecture labiale quand même est vraiment, vraiment importante. Donc après, je vous parle de ma pratique, c'est pas du tout forcément la pratique de mes collègues orthophonistes, c'est vraiment ma pratique actuellement pour le moment. Et je m'en sors très bien, finalement, ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que je comprends que ça soit un véritable défi pour beaucoup d'orthophonistes et d'enfants. Et on fait comme on peut, mais du coup, il y a des solutions. Merci, merci. Mais justement, c'était la question de Bah oui, savoir comment vous faites. Donc, vous avez complètement c'est ça. bien répondu. Et une des dernières questions, et après on va clôturer, c'est comment travailler le ralentissement du débit de la parole? Oui, alors comme question, j'avais jamais fait attention exactement. C'est vraiment bah, là, quand je vous parle, du coup, là, je suis en train de parler tout bêtement, plus lentement. Voilà, c'est d'avoir un rythme. Alors, ne serait-ce qu'avec la respiration, déjà, d'être peut-être un peu plus calme, plus doux, mais de vraiment d'essayer de parler un petit peu. Alors, il faut que ça reste quand même naturel, hein, mais au moins d'avoir conscience, en fait, de son débit de parole. Des fois, on est dans nos automatismes, dans notre vie d'adulte, speed, stressé, etc., fatigué, etc. Et des fois, on se rend pas compte que finalement, on parle super vite, en fait. Après, je dis pas que enfin, c'est pas parce que vous parlez vite que du coup, votre enfant aura des troubles d'articulation. Mais c'est vrai que ça peut être, si votre enfant a des difficultés à articuler, ça peut être un voilà, ne serait-ce que de prendre conscience de son débit de parole et d'essayer de ralentir, de parler plus lentement, plus doucement ben, du coup, ne serait-ce que ça peut faire du bien. Merci beaucoup, Sophie. Donc, du coup, on arrive à la fin de l'atelier. Il y a beaucoup des questions, il y a beaucoup qui sont
peut-être trop concrètes, comme on disait, donc on va pas pouvoir répondre parce que il faut quand même une vision d'ensemble de chaque cas. Il nous a donné des conseils concrets pour la partie un peu aussi parents, qu'est-ce qu'on peut faire. On a des outils aussi sur optoys.fr qui peuvent vous aider avec des jeux, la façon un peu plus ludique. Aussi les conseils de l'ORL, si voilà, si vous savez des listes d'attente, si vous avez ces difficultés. Donc quand même, on a quelques pistes. Et pour les pros, voilà, bon, tout d'abord, on vous souhaite, toute l'équipe Optoys, une belle journée de l'orthophonie ce samedi. Vous faites un travail remarquable aussi dans ces situations de contexte sanitaire. Vous continuez, vous savez innover avec la téléconsultation. Donc, bravo à tous les orthophonies de France. Et Merci. cette option de la téléconsultation, ça peut être aussi intéressante à essayer de la mettre en place. Ça a été difficile pour vous de tout adapter? Est-ce que la pratique change beaucoup? Oui, alors je rebondis juste pour les parents vraiment démunis, etc. Il existe aussi Allo Ortho. Allo comme Allo, Ortho comme orthophoniste. Allo Ortho, c'est un site de prévention, mais il y a aussi des orthophonistes qui peuvent vous répondre. Enfin, ils peuvent redispatcher un peu votre demande. Donc Allo Ortho, ça peut être aussi intéressant à avoir si vous avez des questions. Du coup, je sais plus. La téléortho, non, mais je pense qu'après, on est souvent aussi dans des fonctionnements et puis tout changement de demande forcément c'est un peu stressant et ça demande un temps d'habituation. Je dirais que j'ai vraiment enfin pas mal de patients qui vraiment aiment la téléorthophonie et finalement c'est un super outil en fait. Enfin, je sais qu'au début il y en avait qui étaient réfractaires par rapport aux écrans, sauf que là en fait c'est un moyen de communication, c'est un moyen de travailler. Donc, et c'est vraiment ludique. Il y a moyen qu'ils prennent la main sur mon ordi, enfin, il y a plein de choses en fait possibles. Donc vraiment, c'est un super moyen de poursuivre en fait les soins et non, ça m'a pas demandé. Enfin, au début, voilà, c'est ce que je disais, c'est un petit peu stressant, mais c'est pas, ça demande pas tant d'efforts que ça. Et puis il y a surtout aussi une communauté sur Facebook, les réseaux sociaux, avec là, il y a eu un grand vent de solidarité, avec des groupes de téléorthophonie, des orthophonistes qui ont partagé plein de choses, des idées, des documents, enfin plein de choses. Les orthophonistes sont solidaires et et ça fait plaisir. Et du coup, c'est vraiment super dans ce contexte-là, quoi. Mhm. Bon, merci beaucoup Sophie Gonon. C'était passionnant, c'était très riche. On souhaiterait suivre la formation, même si on n'est pas orthophoniste, tellement c'était intéressant. Moi, ça m'intéresse beaucoup, toute la partie phonétique, les phonétiques. Avec plaisir. Pour vous suivre, donc du coup sur Instagram, c'est Sophie Gonon orthophoniste. Sur Facebook, Lipo Hippo. Et félicitations pour tous les outils, pour tous les matériels que vous savez créer. C'est vraiment génial, c'est ludique, c'est vraiment rendre accessible aussi une pratique et plus ludique aux enfants. Donc, merci. Aussi, j'ai beaucoup apprécié cette approche de vraiment d'inclusion et de coordination avec les parents. Je pense que c'est vraiment des belles pistes, des bonnes pistes pour aussi les professionnels et futurs professionnels qui nous sont suivis ce soir. Vous dire que si vous savez commencer au cours des routes, la vidéo sera un replay sur IGTV. Je vais la publier là dans la foulée. Vous dire qu'il y a une promotion spéciale pour les orthos, mais aussi pour les parents. Ils vont pouvoir profiter avec les outils moins 20% parce que samedi, c'est votre journée, la journée européenne des orthophonistes. Et on voulait être aussi là avec vous. Et on va faire un billet, un article de blog sur blogoptoys.fr. Lundi, vous aurez une petite récap, un article un peu récapitulatif avec les bons conseils. Mais on va demander aussi à Sophie l'image de l'iceberg parce que c'est vrai Mhm. ça on voyait pas très bien pour avoir voilà Il faudrait les un troubles graphiste. aussi associés. Il faudrait graphiste d'Optoise là, parce que du coup, Oui. c'est pas beau ce que j'ai fait. Non mais c'était très clair, hein. Le but c'est que ce soit clair et visuel. Et donc du coup voilà.
je vous donne aussi rendez-vous, c'est le mercredi 17 sur Facebook pour le prochain live. Ça va être une rencontre passionnante avec un adulte avec trisomie 21 qui va nous s'ouvrir son univers, son quotidien, comment il gère, parce que le 21 mars, c'est la journée des sensibilisations à la trisomie 21. Donc voilà, encore dans l'actualité et Optois essaye d'être source d'inspiration et des solutions. Et prenez soin de vous. Voilà, dans ces contextes un peu particuliers, on vous souhaite à vous tous beaucoup de santé et on vous envoie des sondes positives. Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. J'aurais pu en parler encore des heures, mais en tout cas, merci beaucoup de mettre à l'honneur l'orthophonie, les troubles d'articulation et merci beaucoup à tout le monde. Là, je vois plein de commentaires. J'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de MP, etc. encourageants et voilà. Enfin, donc merci beaucoup pour ce live. Merci, merci beaucoup à vous, Sophie. C'était un plaisir. Merci à vous tous. Et prenez soin de vous et à l'hypo aussi. Et bonne nuit. À bientôt. Oui, au revoir. Au revoir.